Imhotep Bekanefer, soyez les bienvenus sur les plateaux du Père Ankh MTOT et du mouvement littéraire et religieux Kush Kamit Congo. Aïr Kush Kamit Congo, pour dire je suis Kush Kamit Congo. On peut aussi dire Anouk Kush Kamit Congo ou Aïr Kush Kamit Congo en Medunetche pour dire je suis un Kush Kamit Congo. Je vous remercie pour votre présence. Aujourd'hui, nous allons nous embarquer tous dans une présentation exceptionnelle. Aujourd'hui, nous allons parler des protecteurs et gardiens des familles. Cette notion est une notion fondamentale dans l'équilibre et le fonctionnement d'une société. Et chaque société dépend ou est constituée des nucléos fondamentaux et essentiels à l'existence, tout comme à la prospérité de toute société. Je suis en train de parler des familles. La famille est la chose la plus importante du point de vue de l'étude sociale. Quand on parle de l'étude sociale, on est en train de parler de la conformité de la société. Sur le plan de la conformité de la société, ou de l'analyse introspective et des dynamiques intersociétaires, c'est-à-dire ce qui arrive à l'intérieur de la société, le point de croisement de toutes les énergies, eh bien, c'est la famille. La famille est fondamentale. La famille est constituée. Et si je vais parler en termes techniques, en utilisant les Medunetcher pour ne pas porter à confusion. La famille est constituée au premier niveau, parce que nous avons la famille à des niveaux. La famille est constituée d'un premier niveau d'un chou et d'un tefnout. Et je suis en train de parler en termes énergétiques. D'un chou et d'un tefnout. Les choux portent un make-up, c'est-à-dire une image extérieure masculin. Les tefnouts portent un make-up, c'est-à-dire un revêtement extérieur féminin. Et ces deux polarités ou ces deux expressivités de la conscience énergétique ne peuvent en aucun cas être soumis à des confusions ou à des transmutations. Cela conduirait à l'abomination. Dans le deuxième niveau des familles, nous avons les choux et tefnout et les perequem. C'est-à-dire, nous avons la régénération. La régénération, c'est ce qui crée les cercles qu'on appelle les ankh. Ankh, chou, tefnout, facteur régénération. Et nous avons le ankh qui s'exprime. Okay. Les enfants, donc, font partie de ce que nous appelons le domaine des ankh. Arrivé à ce point-là, on doit maintenant gérer cette famille parce que à la faire, c'est facile. À la maintenir sur sa propre voie, c'est là où les choses deviennent ou peuvent devenir un peu plus compliquées. Dans cette matière, aujourd'hui, nous allons parler exclusivement des gardiens et protecteurs. Pourquoi ou avant tout, c'est qui les gardiens? Eh bien, les gardiens de toute famille, c'est les choux, c'est-à-dire l'homme. On peut encore parler des scènes. Les scènes et les neb de la famille. Le neb de la famille, ça signifie, cela ne se traduit pas de manière artificieuse comme maître de la famille. Même si le terme a sa place en disant maître, mais maître de quoi? Maître, ça signifie celui qui enseigne. Avant tout, quand on dit maître, le mot maître ne signifie pas l'autorité. Le même maître désigne une fonctionnalité. Et quand on dit neb, ça signifie on n'est pas en train de dire quelqu'un qui a une caractéristique supérieure. Mais plutôt on est en train d'indiquer une fonctionnalité assumée par la personne. Au niveau de la famille, les est un neb. Pourquoi il est neb? Il est neb parce qu'il est
les gardiens de la famille. Et je vais essayer d'être un peu plus, d'apporter un peu plus de détails là-dessus. La fonction du neb, de chou, n'est pas en relation au tefnout, mais il est en relation au anketou, ankek, c'est-à-dire les enfants, la régénération, anket, la régénération, anket. Quand je dis ank, on a A-N-K-H. Quand on dit, c'est pas anket qui signifie la maison de la vie, mais ankek. Ankek, ça fait A-N-K-H, K, K-H-E-T, enquête. Enquête, c'est-à-dire nous avons affaire avec la régénération. Et cela indique un terme générique pour parler des enfants, mais sur les plans énergétiques, pour dire ce qui ressort de l'union de Chou et Tefnout, enquête. Ok? On peut aussi parler de Keperu, quête. Keperu, quête, encore signifie ce qui ressort de cette union-là. Ok? On peut aussi parler de Keperu, tout simplement pour parler des créatures. Quand on dit les enfants, ce sont les créatures, ce qui sort d'eux, on dit Keperu aussi. Quand on dit Keperu pour indiquer les enfants, on est en train de parler en relation aux Chou et Tefnout, qui sont l'homme et la femme. Parce que Keperu peut signifier aussi création quand on est en train de parler de Amon-Ra. Ok? C'est bien technique là-dessus. Retournons en nous. Le chou, l'homme, a une fonction de neb. Pourquoi? Parce que les développements des enfants, masculins et féminins, chou et tefnout, sont liés à la présence d'un homme. Sont liés à la présence de l'énergie chou. Pourquoi? Pendant que la moutz, la mère, est tefnout, c'est-à-dire celle qui nourrit, la nourricière. Tefnout, c'est celle qui a. Ok? Je vais vous reporter encore au principe de la fécondation. La fécondation, chaque tefnout, chaque femme naît avec les œufs qui sont à l'intérieur d'elle dès les premiers jours de sa naissance. Ok? Ces œufs sont là et elle les nourrit. La femme, chaque fille nourrit ses œufs dès les premiers jours de sa naissance. Dès la première, pendant qu'elle est en train de téter sa maman, elle est aussi en train de nourrir ses propres œufs qui grandissent avec elle. Donc cette fonction nourricière, elle est ininterrompue dans l'espace et dans le temps. Jusqu'à ce que les œufs vont arriver à un état majorité à mesure d'être activés. C'est-à-dire quoi activer? Que fait les spermatozoïdes? Les spermatozoïdes enseignent à la vie. Active. En activant, il enseigne. Il émet le souffle divin dans la création. Si je vais rentrer dans un paradoxe du genre qui a été mal compris dans la chrétienté, on dit que Dieu crée une statue et puis il souffle la vie. Ok, non? En réalité, cette interprétation est une interprétation farfelueuse. En réalité, c'est la Dieu femme qui crée la statue. C'est un terme symbolique. Hein? C'est pas créer la statue qu'il est en train de faire. La statue, c'est un terme symbolique quand on parle de la création. Donc c'est la Dieu femme, ok? Tefnout crée la statue, qui est la potentialité de la vie. Et Chou va activer en soufflant dedans. Ok? Les souffles, pourquoi on parle du souffle? On parle du mouvement. Et que fait le spermatozoïde? Il est en mouvement. C'est pourquoi on parle du souffle. Ok? C'est-à-dire il y a une combinaison entre Chou et Tefnout. Tefnout met en disponibilité les ovules qui élargissent. Ok? Chou va souffler et quand il souffle, la vie s'active. Et ce principe-là se réplique tout au long de l'existence. C'est pourquoi les domaines de l'éducation, ok, n'est pas un domaine qui est réservé à l'énergie Tefnout en soi pour soi, toute seule, ok. Mais c'est la Tefnout a une fonction nourricière. Elle nourrit. La fonction d'activer et dans activer, on a activité. Et
dans l'activité. L'activité porte à ce qu'on appelle la mise en forme. Et quand on parle de mise en forme, on est en train de parler de formation et de l'éducation. C'est un élément qui fait partie des choux. Mais attention, ici je ne suis pas en train de parler en termes séparés. En fait, Tefnout n'est pas en mesure de nourrir une énergie qui n'a pas été activée par les choux. Comme les choux n'est pas éduqué quelque chose qui n'a pas été mis en disposition par Tefnout. Il y a une combinaison qui est faite, c'est-à-dire les deux marchent en paire. Maintenant, rentrons dans la partie dans la partie qui nous intéresse aujourd'hui. Nous sommes en train de parler de la fonction des gardiens. Okay? L'homme est le gardien des familles. Pourquoi? Parce qu'il garantit l'éclosion de la famille. Comment cela s'est fait? Parce que les enfants, en grandissant, ils ont besoin de l'énergie chou, fille comme garçon, saine comme sainette. Okay? Non? Comment cela s'est produit? L'homme, l'énergie chou active la virilité dans les scènes, dans les garçons. Un garçon qui grandit dans un environnement où l'homme n'est pas présent, où les hommes, où il y a déjà la première partie, nous avons la figure d'un homme. Un homme dans la maison doit être là. Après, il y a aussi les hommes de la communauté. Ces deux éléments doivent être présents. Nous avons l'homme de la famille, l'homme de la maison, et puis il y a les hommes de la communauté. Dans les hommes de la communauté, nous avons les hommes de la communauté en tant que famille. Deux, nous avons les hommes de la communauté en tant qu'environnement. Donc nous avons trois niveaux des hommes. L'homme de la maison, l'homme de la famille et les hommes de l'environnement. C'est-à-dire comme famille élargie comme environnement. Quand nous sommes en train de parler des garçons, quand les garçons ne sont pas exposés à ces niveaux, les garçons ne développent pas la virilité. Okay? Et le manque de virilité compromet leur capacité reproductive. Et cela met en danger l'espèce. Eh oui. Cela met en danger l'espèce. Nous sommes ici de parler, dans les cas où il n'y a pas des hommes, nous sommes en train de parler d'un manque qui peut être défini comme une forme de pollution psychique. La pollution est la présence d'un combustible ou d'un élément qui ne devait pas être là. Mais ici, nous parlons de pollution en tant qu'absence. Parce que quand dans l'univers, rien n'est vide. Et quand quelque chose n'est pas présent, cet espace sera comblé par quelque chose d'autre. Et donc, nous avons une pollution. Donc c'est un peu comme si l'énergie masculine, le chou n'est pas présent, c'est l'énergie Tefnout qui va prendre la place de l'énergie chou. Et c'est ça, nous sommes en train de parler de pollution. Nous avons une pollution. C'est pourquoi il est important que les adultes, tout comme les enfants, soient éduqués à la préservation de la force vitale masculine. La préservation de la force vitale masculine est l'élément qui garantit la survie de l'espèce. Ok? Et survie de l'espèce ici dépend du fait qu'il y a présence de trois niveaux d'hommes: la maison, la famille et l'environnement. Ces trois niveaux d'hommes doivent exister pour garantir la virilité. Ok? La virilité ici ne signifie pas seulement la capacité à reproduire des enfants. Cela peut être. Mais il faut savoir qu'en reproduisant des enfants, il y a la qualité des enfants qui vient en jeu. Et la qualité des enfants est liée aussi, cette fois-ci, à la virilité. Une virilité amoindrie crée des enfants qui ne sont pas capables de. Qu'est-ce que je suis en train de dire? De pouvoir, dans un premier temps, éliminer un certain niveau des handicaps. Et puis avoir l'accès à la capacité de l'intelligence élevée. On peut avoir des enfants, mais qui sont d'une certaine manière compromis. De par la faible virilité masculine présente au niveau de la communauté. Nous aurons des enfants qui seront faciles à être brisés au point où la seule opportunité qu'ils auront, eh bien, c'est recourir à la facilité.
vendre la drogue, tout ce qui est facile, faire tout ce qui est facile, parce que ils ne sont pas à même, ils peuvent sentir en eux qu'ils ont un problème au niveau de la capacité. Et ce problème de la capacité, ce défaut de capacité ne vient pas d'eux, n'est pas une question de volonté, mais c'est une question qui sort de la manque de la virilité au niveau dit à la présence, au manque de présence de ces trois étapes des hommes. Ceci est dit pour les hommes, mais le théorème s'applique aussi pour les femmes, parce qu'il faut savoir que il n'y a pas une division entre les hommes et les hommes, les femmes et les femmes. Ok, les filles, la femme Stefnut est une force magnétique. Ok, une force magnétique. Cette force magnétique là n'est pas automatique, elle doit être activée. Encore une fois, nous avons l'énergie chou qui active le magnétisme de la femme. Et donc, une fille en grandissant a besoin de la présence masculine aux trois niveaux. Dans la maison, dans la famille et dans l'environnement. Pourquoi cette présence-là, seule, va permettre à la femme, en grandissant, à activer son pôle magnétique. Son pôle magnétique est très important au niveau de la survie de l'espèce. Ok? Parce que quand le pôle magnétique de la femme n'est pas activé de cette manière-là, les femmes on développe dans un premier lieu la frigidité. Les femmes grandissent frigides. Ok? Le deuxième point, cette frigidité peut comporter à certaines situations difficiles, d'où la femme va développer une certaine forme de sexualité psychique s'exprimant au niveau du monde des rêves. C'est ce qu'on appelle la personnalité nocturne cachée des femmes. Et cela compromet les bons fonctionnements sur les plans énergétiques de la femme. Ça signifie une femme grandit dans cet environnement, ok, où la présence masculine n'est pas présente et qu'elle ne développe pas de l'attraction, une force d'attraction, ok, peut facilement se retrouver dans une situation où son énergie immigre et commence à devenir chou. Mais un chou incomplet, parce que l'énergie chou aussi a besoin de la présence masculine. C'est-à-dire, quand la femme grandit dans ces environnements-là, ok, où il n'y a pas une présence masculine prépondérante, ok, elle risque de pouvoir compenser cela en transformant une partie de soi comme un homme. Mis dans cette condition-là, il suffit maintenant que quelqu'un se mette à jouer avec les réserves alimentaires. Il suffit que quelqu'un puisse manipuler les réserves alimentaires pour voir ce que nous appelons les transgenders. Une transformation des enfants qui naissent avec les troubles d'identité. Des filles qui naissent avec les troubles d'identité qui ne savent pas se percevoir en tant que femmes. Des filles qui grandissent... Ouais. Beaucoup de personnes diront que les filles, par exemple, doivent grandir avec les mamans et les hommes doivent grandir avec les papas. Mais ce qu'on réalise, c'est que pour les deux, on a besoin d'avoir le papa, on a besoin d'avoir le chou. Un chou qui est là, pas nécessairement le papa, mais un chou qui est présent. Parce que quand tu expliques, par exemple, qu'un chou qui n'a pas la possibilité d'avoir un autre chou présent, ça m'a fait penser au fait que quand tu as donné les choux qui doivent être présents pour un enfant, tu as parlé du chou, par exemple, par rapport au fait que les choux dans la maison, ça peut être le père ou un oncle, le grand-père. Et puis tu as le chou dans la famille, encore une fois, ça peut être soit un oncle, un grand-père, un ami de famille. Et puis après, dans la communauté, on a les amis, on a les anciens, on a les tontons, comme on dit chez nous. Comme on appelle au Congo au final. Mais maintenant, qu'est-ce qui revient? Il revient que le problème, c'est que si un jeune garçon n'a pas eu la présence d'un chou considérable dans sa vie, il se fait que lui, maintenant, il pose déjà un problème parce que quand il sera jeune, il ne pourra pas prendre la place d'un tonton. Il ne sera pas être là pour les autres jeunes garçons, être un grand frère, être un tonton ou justement jouer son rôle dans la communauté. C'est là où je pense même que l'égoïsme vient, où on voit des personnes qui, on leur aide à faire des études, même au football, on va voir ça souvent.
Il y a beaucoup de jeunes garçons que toute la communauté va se mobiliser pour les aider à aller faire les foot et tout, aller prendre des cours. Mais une fois qu'il devient pris soit dans une grande équipe ou quoi que ce soit, il tourne son dos derrière. Il tourne son dos contre la communauté qu'il a aidé à arriver à ce niveau-là. Oui, ça c'est... il faut savoir que la communauté doit pouvoir fonctionner comme un vase clos. Ok, c'est-à-dire, dans toute communauté ou dans... mettons la communauté des côtés. Parce que quand on parle souvent des hommes, des fois on ne comprend pas. Ok, nous faisons partie de la nature. Ok, et tout ce qui arrive au niveau de la nature, c'est ce qui nous arrive aussi. Ok, et pour comprendre les mécanismes corrects de fonctionnement, il faut seulement regarder la nature. Tout mécanisme, je vais donner par exemple les abeilles. Je vais prendre l'exemple des abeilles. Ok, les abeilles sortent de leur cruche. Ok, ils vont polliner partout. Mais aucun autre animal ne permet de rentrer dans leur cruche. Ok, aucun autre animal est permis de rentrer dans leur cruche. Cela n'est pas seulement pour les abeilles. Puis j'ai donné les abeilles parce que c'est un élément emblématique. On sait tous que les serpents vous mordent quand vous rentrez sur son territoire. Tout animal a un territoire. Et le territoire de l'animal est interdit aux autres. Ok. Nous, quand on voit la forêt, en tant qu'homme, on voit comme une grande chose où c'est tout libre. Non. Les animaux n'ont pas besoin de construire des murs. Mais chacun sait reconnaître son territoire. La territorialité est très importante. Ça signifie quoi la territorialité? C'est-à-dire fonctionner comme un vase clos. Ce qui se passe là où les lions dorment, les autres animaux ne le savent pas. Mais après, on va rencontrer les lions qui se déambulent. Le cimetière des éléphants est interdit à tous les autres animaux. En fait, les animaux ne s'aventurent pas dans les cimetières d'éléphants. Vous n'allez jamais aller trouver un serpent dans les cimetières d'éléphants. Mais ils sont morts. Ils ne sont pas dangereux. Pourquoi ne vend-on pas là-bas? Oui, pourquoi ne vend-on pas là-bas? Il n'y a qu'un seul animal qui fait ça, c'est l'homme. Il n'y a qu'un seul animal qui va dans un endroit sacré des autres. Ça, y penser. Les autres animaux ne vont pas dans les territoires, dans le cimetière d'éléphants, parce que c'est un territoire réservé. C'est-à-dire, il doit y avoir... Oui, exemple, par exemple. Il y a ce qu'on appelle... Je ne sais pas si on peut appeler ça sécurité, mais un mécanisme interne qui ne doit pas être connu de l'extérieur. Okay? Cela permet de maintenir les équilibres au niveau de toute l'existence. Chaque animal doit avoir un mécanisme intérieur. Et c'est là où nous, en tant qu'humains, pas en tant qu'humains général, mais là, je parlerai plutôt de la vision occidentale de la vie, qui fait défaut, qui ne reconnaît plus les sacrés. Qui ne reconnaît plus les sacrés. Et le sacré n'est pas une prérogative à une espèce ou à une race donnée. Toutes les races humaines et tous les domaines animaux ont les sacrés. Les sacrés, c'est un fonctionnement intérieur qui permet et garantit l'équilibre extérieur. Sans les sacrés, il n'y a pas d'équilibre dans le monde. L'équilibre fonctionne parce qu'il y a un niveau de sacralité, de sacralité. Ça, c'est une notion très importante. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Pourquoi les enfants, cet enfant qui grandit, qu'on apprend à faire le foot, et puis dès qu'il finit, il tourne le dos? Parce qu'il n'y avait pas de sacralité. Il sait percevoir que vous êtes en train de les conduire au football pour en profiter après. Il sait voir inconsciemment que vous êtes là pour qu'après qu'ils prennent soin de vous. Vous êtes en train de... Donc au final, il ne va pas te prendre soin de vous. Non, parce qu'en ce moment-là, les personnes qui l'accompagnent l'ont avant tout désacralisé. Ok? Et une fois que quelque chose a été désacralisé, eh bien, les conséquences viennent tout de suite après. Les rôles de la communauté, ce n'est pas celui de faire des enfants des millionnaires. Les rôles de la communauté est celui de préserver la vie. Devenir millionnaire, c'est le choix individuel de toute personne.
selon son niveau de conscience et de pénétration et, dans le monde. Ce n'est pas un devoir de la communauté accompagner quelqu'un chaque fois pour qu'il ait... Non. Le rôle de la communauté, c'est la préservation de la vie. Moi, je dirais même dans cet exemple-là, les parents ne doivent rien attendre de l'enfant parce que le point, c'est que, au fait, on grandit l'enfant pour que l'enfant puisse reprendre la place des autres personnes dans la communauté. Ça veut dire que si vous avez travaillé pour accompagner cet enfant à aller faire le foot, ça veut dire que lui aussi doit travailler pour accompagner d'autres enfants. Donnons un exemple, pour qu'ils puissent aller explorer leur passion, aller devenir ce qu'ils doivent devenir. Parce que pour certaines personnes, c'est leur passion, c'est les enfants qui demandent. Mais en même temps, c'est vraiment, le plus important, c'est de voir que le système ne veut pas dire que toi tu me donnes, moi je te redonne. Toi tu me donnes pour que moi je transforme ce que tu m'as donné en quelque chose de différent, qu'ensuite je puisse être en mesure de donner à quelqu'un d'autre aussi. Oui, absolument. Et dans la situation de l'enfant qui a été accompagné au foot, eh bien, il a seulement été accompagné au foot. Il lui a jamais été rien appris. La raison pour laquelle il abandonne la communauté, ok, dans un premier lieu, on n'abandonne pas quelque chose qu'on apprécie. Ok? Il n'y a personne à qui on achète une belle voiture, qu'il aime très bien, qu'il va abandonner ça. Mais si vous achetez quelque chose qu'il n'aime pas, il ne va jamais l'utiliser. Ok? Alors, si l'enfant là abandonné la communauté, a tourné le dos à la communauté, c'est parce que rien ne lui a été appris sur la communauté. Au final, c'est un peu pour dire que, surtout au niveau d'un enfant, ça veut dire que si un enfant tourne le dos à la communauté, ça veut dire que c'est la communauté qui avait tourné le dos à lui quand il était plus jeune. Absolument. Parce qu'en lui forçant, en lui donnant des choses qu'il ne voulait pas particulièrement. Absolument. Ça, c'est quelque chose de fondamental et profond. Et je vais, par exemple, prendre un exemple. Je me souviens quand je suis parti de l'Afrique, pendant très longtemps, j'avais tourné le dos à tout le monde. Pourquoi? Parce que rien de bon ne m'avait été appris. Je ne me souviens pas qui m'ont été fait des discours sur l'importance et le rôle, sur ma présence dans la famille. C'était quoi? C'était quoi mon rôle dans la famille? Pas dire que par exemple tu n'écoutes pas, t'es pas bon. Qu'est-ce qu'on a? Non, pas les réprimandes. Je dis une explication du rôle. Quand vous allez dans un travail, vous êtes engagé dans un travail, la première chose, on va vous expliquer qu'est-ce qu'on attend de vous. On va vous dire le temps que vous avez pour vous entraîner. Et après, quel sera le niveau de votre prestation. Et si le long de votre travail, vos prestations ne correspondent pas au contrat, aux prévisions, eh bien, on va vous rappeler pour vous dire, voilà, avez-vous des problèmes? Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à rendre ce qui a été convenu, à produire au niveau de ce qui a été convenu. As-tu des problèmes que l'on peut t'aider, pour lesquels on peut t'aider, où il y a, qu'est-ce qu'on doit faire quelque chose? Mais la famille a ce fonctionnement-là. À l'enfant doit pouvoir être dit quel est son rôle. Son nom lui vient de qui? Et cette personne-là dit, la personne dont le nom lui a été donné, c'était qui? Quel était le rôle de cette personne dans la famille? Cet enfant-là, quel est son rôle en tant qu'enfant? Et qu'est-ce qu'on attend de lui en tant qu'adulte? Et quand il rentre dans les cercles d'adultes, où normalement on a oublié même la cérémonie des passages, dans la tradition, il y a la cérémonie des passages de l'enfance à l'état adulte. Cela est marqué par une cérémonie, un rituel et une fête pour dire voilà, maintenant tu es devenu un adulte. Et quand tu deviens un adulte, on doit te mettre à côté pour dire maintenant ce qu'on attend de toi. Et ce qu'on attend de toi est soumis à vérification. Parce qu'on peut te rappeler pour dire voilà, y a-t-il un problème? Parce que ce dont on attend de toi, ce dont ton rôle n'est pas, c'est pas seulement ce qu'on attend de toi. Parce que ça semble quelque chose qui est lié à des intérêts. C'est plutôt ton rôle, ton fonction, ton rôle. Ton rôle n'est pas rempli. Pourquoi n'est-il pas en mesure de remplir ton rôle? Bien entendu, la personne doit pouvoir aussi avoir quelqu'un de la famille à qui il doit s'adresser pour dire voilà, moi je rencontre tel problème, 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 me mettre que je ne suis pas en mesure de faire ça. Cela doit être résolu pour pouvoir me mettre dans la situation. Mais cela n'existe pas.
Et donc, je donne mon exemple personnel. N'existait pas. Il n'y en avait pas. Il y avait seulement une seule personne, mon tonton Richard Yongo, avec qui je pouvais parler. Avec tous les autres, les discours ne passaient pas. C'était la seule personne qui se mettait là à m'écouter sans me juger. Sans me juger. Et là où il trouvait que j'avais tort, il m'expliquait pourquoi j'avais tort avec du bon sens. Et là où j'ai trouvé que j'avais raison et les autres avaient tort, il me le disait également que voilà, tu as raison et qu'ils ont tort. Et il me disait que dans la tradition africaine, même quand les adultes ont tort, on ne les attaque pas. Il y a une manière de faire quand les adultes ont tort. Et quand les adultes qui ont tort ne veulent pas reconnaître leur tort, eh bien, il m'a porté quelque part, il m'a acheté des croissants pour oublier tout ça. Et il me disait, ça c'est pour oublier tout ce qui s'est passé. Un croissant, des arachides, et puis il y avait les Fanta, les Coca à l'époque. Et il faisait ça de sa propre poche. Et c'était un grand frère. Et ces figures-là, et tonton Richard, la place qu'il remplissait, la fonctionnalité qu'il avait, c'était une fonctionnalité qui a été perdue. Et il était peut-être la dernière personne à la faire. Parce que je n'ai vu que lui qui avait cette fonction-là. Tous les autres s'en foutaient. Et c'est à ce moment-là qu'on dit qu'il n'y a pas d'orientation. Dans la famille, il doit y avoir une orientation. La famille, c'est comme une machine, il va quelque part. C'est comme une voiture. Et chacun dans la famille doit avoir un rôle. Et tu doit y avoir des personnes qui font les contrôleurs des rôles pour s'assurer que tout le monde fait ce qui est fait pour que la famille aille de l'avant. Il doit y avoir un sens de la contribution. Il doit y avoir un pourquoi je dois faire ça. Pourquoi je suis en train de faire ça. Ce n'est pas pour faire content une personne. C'est pour que la famille puisse aller vers une certaine destination. Ceci sont les choses qui ont manqué. Et quand ce genre de choses manquent, et qu'on arrive à l'état adulte tout seul non accompagné, il n'y a qu'un seul choix: tourner les dos à tout le monde. Il n'y en a pas deux. Il y en a un seul choix. Un seul. Et quand je dis un seul choix, je suis en train de le dire du point de vue de la psychologie. Il n'y a qu'à ce moment-là un seul choix, c'est tourner les dos à tout le monde. Pourquoi? Parce que la famille a échoué dans son rôle. La famille a un rôle aussi. C'est vrai que les personnes composant la famille, chacun a un rôle, un fonctionnement. Mais la famille doit avoir un rôle. C'est quoi les rôles de la famille? C'est quoi les rôles de la famille? Et quand il n'y en a pas, eh bien les enfants vont vous tourner le dos parce que vous ne pouvez pas éviter cela. Pourquoi vous êtes-vous mariés? Et pourquoi vous êtes en train de faire des enfants? C'est quoi? C'est une question comment je peux définir ça? D'orgueil social ou d'un sens de réalisation sociale pour dire voilà, je suis devenu une maman, je suis réalisé. Quand ce sont ça les idées avec lesquelles l'on se marie, on fait des enfants, l'échec est inévitable. L'échec est inévitable. La raison pour laquelle l'on fait la famille, c'est la continuité de l'espèce. Et la famille est insérée dans l'environnement dans lequel il existe. Et les familles doivent être soudées les uns des autres. Et chaque maison doit avoir une destination. Les quartiers doivent avoir une destination. Les territoires doivent avoir une destination. La région doit avoir une destination, une mission. Les pays doivent avoir une destination, une mission.
Parce que vous ne pouvez pas seulement être un pays pour respirer du matin au soir. Quelle est la mission de votre nation? Quand votre nation n'a pas une mission, les enfants vont immigrer, aller s'intégrer dans d'autres nations qui ont une mission. Parce que la mission du pays, la mission de la raison valorise les hommes. Et quand les hommes vivent dans un endroit où il n'y a pas de mission, il n'y a pas de destination, ils vont partir à la recherche de leur valeur. Et en allant à la recherche de leur valeur, ils vont émigrer dans les territoires où une mission en tant qu'État a été définie et circonscrite. Voilà l'importance. Vous voyez, je suis parti des gardiens de la famille et je suis arrivé à la gardienne de la nation. Quand je suis en train de parler des gardiens, c'est la gardien à tous les niveaux, au niveau de la famille. Mais pour parler des gardiens au niveau du quartier, il doit y avoir des gardiens de la famille. Et puis, du gardien du quartier, on passe au gardien de la collectivité. Et puis à la région, à la nation, au continent, à la race. Pour parler de l'universalité. Pensez-vous que Shaka Zulu serait devenu Shaka Zulu s'il n'avait pas bénéficié des gardiens au niveau maternel, c'est-à-dire au niveau de la maison, au niveau du quartier, au niveau de la région? Pensez-vous qu'il se serait élevé jusqu'à devenir lui-même un gardien de la race? C'est impossible. Pensez-vous que Lumumba serait devenu un gardien de la race s'il n'avait pas, il s'était pas passé par toutes les étapes? Okay? Pensez-vous que Nkrumah, pensez-vous que Marcus Garvey, pensez-vous que Malcolm X, pensez-vous que Dr. King Jr., tous ces noms-là, toutes ces personnalités-là seraient arrivés comme des gardiens de la race? Parce que nous sommes en train de parler des gardiens de la race. Souvenez, aujourd'hui c'est le 11 juin. Hier c'était le passage dans les champs de Fouta-Djalo de Marcus Garvey. Hein? Il est passé, son âme est dans les champs de Fouta-Djalo le 10 juin. Le 10 juin. Pensez-vous que ces gens-là seraient nés s'il n'y avait pas ces structures-là, si les sociétés dans lesquelles ils étaient nés n'avaient pas une destination? Et maintenant, après avoir dit cela, je vais vous faire voir une autre chose. Combien de ces hommes avons-nous maintenant aujourd'hui en vie? Aucun. Maintenant, vous comprenez les pourquoi. Parce que c'était facile. Il fallait détruire les familles. Enlever l'essence de la famille. Enlever la direction de la famille. Enlever l'objectivité et la mission de la famille pour compromettre toute la machine. Et aujourd'hui, on ne produit plus que des danseurs et des musiciens. Et des pasteurs. Des gens égoïstes qui ne pensent qu'à eux. Qui vont vendre les âmes comme ils veulent. Qui font tout ce qu'il faut faire pour le succès. Désacraliser la femme. Détruire les personnes. Détruire les familles. Pas de respect. Représentant luciférienne des antivaleurs. On est produit que c'est là. Pourquoi? Les problèmes se trouvent déjà à l'origine. Les problèmes se trouvent à l'origine où? À la source, nous avons Chou Tefnut et les Keperouquettes ou les enquêtes. Les enquêtes, pour pouvoir devenir à leur tour des Chou et des Tefnut, ont besoin d'un Chou puissant à tous les niveaux. Ce que je suis en train de dire n'est pas en train d'exclure l'absence de Tefnut. Parce que l'absence, les Tefnut, est conditionnelle. On ne peut pas faire un discours sans la présence de Tefnut. Déjà. On ne peut pas faire ce discours. Bon ou
mauvais, il doit être là. Bon ou mauvais, elle doit être là. Fondamental. Donc c'est pourquoi nous sommes en train de parler de la variable. Parce que dans l'équation Ankh, chou est invariable. Tefnout est invariable. X plus 1 égale 0. 2 est un invariable. X est un variable. Plus l'opération qui représente les 4 facteurs de l'eau. Il peut être l'eau, le feu, l'air ou la terre. Ça, les 4 éléments, les 4 opérations représentent les 4 forces de la nature. Et oui, on a le plus, nous avons la multiplication, nous avons la soustraction et nous avons la division qui représente les 4 directions, donc les 4 éléments. Et puis nous avons à côté un autre invariable qui est 1 dans le cas de l'exemple que j'ai donné. Et puis nous avons les résultats qui signifient vers le futur, égal. On va vers le futur, il y a un résultat qui dit 0. Pourquoi on dit 0? Parce que 0 vient du nombre 144. Pourquoi 144? Parce qu'il existe 144 odeurs, 144 métaux, 144 émotions, 144 univers. Et on continue. Nous, on l'explique avec 5. Et oui, 144 couleurs, 144 odeurs et parfums, 144 couleurs. Pas les 12 de ceux qui ont l'arc-en-ciel. Non, il y a 144. Quand l'on fait une somme arithmétique de 144, on a 1 plus 4 plus 4 qui donne 9. Eh bien, 9 est caractéristique ambivale, c'est-à-dire elle peut être 6 si on retourne. 9 devient 6. Et quand on prend les 9, on la déforme, elle devient 0. Tout comme les 6, quand on les déforme, elle devient 0. Elle exprime Amon-Ra, la création, le facteur premier de la création. C'est pourquoi nous prenons les 144. Donc, en retournant à ce que j'étais en train de dire, la présence féminine est invariable. On ne peut même pas discuter là-dessus. On n'en parle même pas. Parce que la condition ou la situation pour laquelle elle n'est pas, c'est une hypothèse qu'elle ne peut pas prendre en considération. Elle ne représente pas une hypothèse. Car l'absence de Tefnout signifie qu'on ne peut même pas parler. Nous parlons plutôt de la présence de Chou, qui lui est inconditionnel. Et donc nous devons indiquer le pourquoi, les raisons de sa présence. Et donc c'est pourquoi cet élément-là, pour pouvoir rester dans la communauté, nos ancêtres ont introduit les facteurs de ce qu'on appelle la commémoration. Dans la commémoration, on a co qui signifie agencer, mémoration, il y a mémoire. La commémoration a pour fonction de refléter dans la mémoire pour que vous n'oubliez pas. Les festivités liées à différents épisodes représentent d'un certain point de vue une mémoire qui doit être célébrée. Et dans le temps, on disait ah, il y a la fête de l'homme, il n'y a pas la fête de la femme. Et parce que l'on voit les choses de manière où on voit seulement la fête. Okay? La fête sert à remémorer ce qui peut être facilement oublié. Ce qui ne peut pas être oublié n'a pas vraiment besoin d'une célébration. En même temps, si on dit ça comme ça aussi, on voit que, par exemple, les célébrations comme la fête de mère ou la fête des pères
n'ont pas beaucoup c'est vrai que c'est symbolique, mais n'ont pas beaucoup d'utilité, parce que quand tu dis ce qui ne peut pas être oublié, ça veut dire qu'une personne qui a grandi avec des parents n'oublie pas ses parents. Bien ou mauvais, on n'oublie pas ses parents. Donc pourquoi on doit les célébrer? Mais on oublie ses grands-parents, on oublie ses cousins, on oublie ses oncles, on oublie difficilement ses parents. On oublie facilement les rôles. Aujourd'hui, personne n'assume plus son rôle. On ne doit pas fêter les hommes. Parce que la fête sert à commémorer. Dans la tradition africaine, les anniversaires se fêtent à l'âge de 18 ans. Pourquoi? Parce que tu passes des hommes, des femmes, disons d'enfants à adultes. Je dis 18 ans de manière générique parce que ces deux fêtes sont différentes, qu'il s'agit de l'homme et de la femme. L'homme et la femme ne rentrent pas dans la majorité dans le même âge. La femme rentre dans la majorité déjà à l'âge de 14 ans. Normalement. Et puis les paramètres peuvent avoir à être changés. La femme rentre à la majorité à 14 ans, des fois même à l'âge de 12 ans. Pendant que l'homme attend les 18 ans. L'homme va autour des 17-18 ans généralement pour rentrer dans la majorité. C'est-à-dire l'homme anticipe, la femme anticipe l'homme de 5 à 6 ans de la majorité. Et pourquoi il y a cette fête-là? Cette fête-là sert à fixer dans ta tête que tu n'es plus un enfant. Ce n'est pas pour faire les fêtes, on va être content. Non, non, non. La fête est la célébration à caractère dramatique. Toute célébration a caractère dramatique parce qu'elle sert à implanter un souvenir, d'où la commémoration. Les souvenirs qui fait que tu n'es plus un enfant. Tu n'es plus un enfant. La prochaine fête passe à l'âge de 49 ans. À 49 ans, on fait la célébration pour dire que maintenant tu as fini, tu ne peux plus que servir ta communauté. Tu ne peux plus rien faire d'autre. Et il y a la célébration 49 ans pour placer en toi la mémoire selon laquelle tu as fini les différentes phases. Maintenant, si tu avais été égoïste à 23 ans, à 35 ans, c'est bon. Si tu n'as pas été égoïste, tant mieux. Maintenant que tu as 49 ans, tu ne peux plus rien faire pour toi sinon que pour la communauté. Tu es arrivé, tu ne peux plus rien faire pour toi. Tout ce que tu dois faire à partir de l'âge de 49 ans, c'est pour la communauté. Vous voyez comment ça progresse. À 49 ans, on ne peut plus étudier. On ne peut plus commencer à faire des voyages pour soi. On est là, on devient au service de la communauté. C'est ça l'objectif des commémorations. C'est vraiment là, en général, c'est là où les grands-parents prennent l'action de s'occuper des enfants, des choses pareilles, les emmener à l'école, vraiment. Et parce que normalement, 49 ans, tu es grand-père. Normalement, 49 ans, tu es grand-père. Ok, non? Comme on ne devrait pas commémorer les personnes. On devrait commémorer les fonctionnalités qui rappellent. C'est ça la fonction. On vit dans un monde où les valeurs sont devenues des anti-valeurs. Et les anti-valeurs sont devenues des valeurs. C'est pourquoi nous nous comportions de la sorte. Mais en réalité, la célébration, quand on fait la fête, ce n'est pas la fête des hommes, mais c'est la célébration des gardiens. Qui rappelle à tout gardien son rôle, à tout chou et rappeler son rôle. Pour les enfants, qui doit regarder vers les gardiens en commençant par celui qui est à la maison, à celui qui est dans le quartier et dans la famille et dans le quartier. Doit rappeler à toute personne qui est dans les quartiers, à tout adulte qui est dans les quartiers de son rôle en tant que protecteur du quartier, à tout homme qui est dans la famille de son rôle et tout homme qui est dans les pays, dans la race de son rôle. C'est ça. La festivité sert à rappeler cela. Pour quel but? La survie de l'espèce. En termes génériques. Mais en termes énergétiques, c'est la propagation de la conscience divine dans l'univers. La mission est fondamentale. La commémoration est encore plus fondamentale que la mission même. Parce que la commémoration, c'est ce qui renforce l'esprit de la mission. Voilà à peu près ce que nous pouvons dire
sur les gardiens et protecteurs des familles, de la nation et de la race. Et avec ça, je rends hommage à tous ces grands gardiens que nous avons connus comme Shaka Zulu, Mbemba Zulu, Yaya Mpangala, Queen Zinga Kimpavi, Tafumu Kimbangu, Marcus Garvey, Malcolm X, Frederick Douglass, Martin Luther King Jr., Antenan Firmin, Kojo, Mobutu, Seko, Lumumba, Sankara, Sékou Touré, Jomo Kenyatta. La liste est longue. Hannibal. La liste est longue. Ce sont ces gens. Et nous en parlons toujours en termes du passé. Parce qu'aujourd'hui, nous n'en produisons plus. Parce que nous avons perdu la voix. Je pense qu'on a conclu ici. Le thème d'aujourd'hui, c'était vraiment de parler par rapport au fait que le 21 juin, en Europe, on aura la festivité des fêtes des pères. Et pour moi, sincèrement, c'est une fête qui n'a jamais eu un sens. Parce qu'en Afrique, en général, en grandissant, on n'avait pas cet établissement qu'on appelle fête de père ou quoi que ce soit. Mais un fait était important, ou comment j'ai senti que c'était quelque chose qui n'était pas bien, c'était que une fois arrivé en Europe, j'étais dans une classe et c'était la fête des pères. Donc tout le monde se préparait pour la fête des pères. Alors les gens, certains élèves, surtout les plus jeunes, ils ont fait des dessins, ils ont fait des cadeaux, ils ont construit des choses et consorts pour offrir à leur père. Et pour offrir aussi à leur mère pendant la fête des mères. Mais qu'est-ce que j'ai réalisé? J'ai réalisé qu'il y avait tout le temps des élèves qui étaient vers le fond de la classe. Et une fois, comme par hasard, je suis passée par là pour voir. Et alors, c'était des personnes qui, soit n'ont jamais connu leur père, n'ont jamais connu leur mère, ou des élèves qui, leurs parents étaient des drogués, ou n'avaient pas ils n'avaient pas accès à leurs parents, parce que leurs parents n'étaient pas responsables. Et donc, au final, c'était vraiment, pour moi, j'ai trouvé ça comme une fête où on était en train d'humilier les enfants, en général. Donc, il y avait ceux qui avaient les parents, étaient contents, ils faisaient la festivité. Et ceux qui n'avaient pas les parents présents, ils ne pouvaient pas, par exemple, dessiner pour leur grand-père ou faire pour quelqu'un d'autre. C'était soit pour un papa ou pour une maman et c'était fini comme ça. Et donc, je pense que c'est là où j'ai eu cette question. Je me suis dit que, admettons qu'il y a la fête, surtout pour la fête des mères, c'était très très triste parce que, comme on dit, le lien maternel, il est inconditionnel, il doit être là. L'éducation, on a dit, pour le tefnut, doit être là. Le chou, maintenant, c'est quelque chose qui est invariable, qui est conditionnel, qu'on doit faire devenir inconditionnel aussi. Donc, on doit vraiment supporter pour que ça soit dans notre communauté. Donc, on doit avoir des communautés où l'énergie chou ou l'énergie tefnut deviennent inconditionnelles, deviennent importantes. Et maintenant, à cette période-là, je me rappelle, il y avait une fille qui disait qu'elle a été adoptée tardivement. Donc, elle a été adoptée en étant un peu plus âgée. Donc, ça veut dire qu'elle se rappelait de sa maman, elle se rappelait de sa famille, mais elle n'avait pas accès à eux. Donc, c'était la fête de mère. Et en étant une enfant qui aime sa maman, et alors elle devait dire que ma maman me manque, mais en même temps, elle sait que sa maman, c'est pas quelqu'un qui s'occupait d'elle. C'est quelqu'un qui était, entre guillemets, quelqu'un qui était une addict. Et donc, au final, elle est en train de dire que, ah oui, c'est la fête de mère, de toutes les manières, ma mère, elle est une addict, donc en fait, une droguée. Donc, je ne pourrais pas festiver, je ne pourrais rien faire pour elle ou quoi que ce soit. Mais au final, ce qu'on a ressenti, c'est que malgré ce qu'elle disait, il y avait une amertume. Donc, on lui a dit, écoute, peu importe ce que ta maman est, tu as le droit de te sentir proche d'elle. Et au fait, en étant des amis, on a décidé qu'on n'allait pas festiver la fête des mères, parce que on voyait que ça faisait du mal à quelqu'un autour de nous. Et donc, c'est comme ça que, sincèrement, la fête des pères, la fête des mères, je trouve que c'est une fête qui, si on regarde la banalité, au fait, on va retrouver que la communauté africaine, regardez autour de vous, on a perdu le sens de la communauté. La communauté ne veut plus rien dire pour nous. Donc, si on accepte ça, on accepte de festoyer la fête des pères, la fête des mères, et faire toutes ces petites fêtes à gauche-droite, eh bien, petit à petit, on va oublier les autres éléments. Parce que la fête, comme on dit, ça sert de rappel. Mais ça nous rappelle des éléments qui sont proches de nous. Donc, ça veut dire que si on se rappelle que de notre papa ou de notre maman qui est proche de nous, alors on oublie le fait qu'il y a des fois où la maman n'a pas d'argent, elle va aller demander de l'argent, c'est un frère ou une soeur.
Et cette personne-là n'est pas importante pour nous. Et c'est ça qui est très bizarre au fait aujourd'hui. Et c'est le fait que on a tellement oublié, on donne l'espace à n'importe quoi, nos téléphones et tout. Nos téléphones vaut beaucoup plus pour nous que nos grands-parents. Et actuellement, avec le Covid-19, on est dans une situation où, en général, beaucoup d'enfants, ils sont en train de perdre leurs grands-parents sans pour autant avoir la possibilité de dire au revoir, sans pour autant avoir la possibilité d'être activés par leurs grands-parents. Et je pense que c'est une période où, au lieu de faire des festivités qui, franchement, sont vraiment limitatives ou qui sont vraiment pas nécessaires, comme on dit, festoyer dehors, donner de l'énergie à gauche-droite, sans pour autant se rendre compte que si, par exemple, on a des infirmiers à côté de nous, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Comment on peut les aider? Au lieu d'aller dehors et de commencer à faire du bruit, est-ce que vraiment c'est que dans eux, ils ont besoin? Et ça devient impersonnel. C'est vraiment faire une chose qui devient impersonnelle au lieu de donner le remerciement directement à la personne. Quand on part au stade et on applaudit pour ces joueurs, on a payé pour entrer dans le stade. On a contribué à leur salaire, au final. Dans tout ce qu'on fait, on contribue d'une manière ou d'une autre. Mais quand ça vient pour les infirmiers qui s'occupent des patients aujourd'hui, on prend nos marmites et on commence à applaudir pour eux. Notre collaboration, notre énergie, elle est où? On met ça ailleurs. Et je pense que c'est très très important de réaliser l'importance des protecteurs, des gardiens de notre communauté, des protecteurs, des gardiens, l'énergie Sobek. Parce qu'en réalisant et en reconnaissant cette énergie Sobek, c'est comme ça que nous allons emmener encore plus de gardiens. On aura encore plus de gardiens qui vont s'incarner, comme on dit. Où sont passés ces grands guerriers? Où sont passés ces grandes énergies constructeurs? Les grands caïmans. Où sont passés tous ces grands protecteurs, ces grands gardiens, ceux qui ont gardé les traditions, ceux qui ont sauvegardé, ceux qui ont fait que tout ce qui était mauvais ne pouvait pas vraiment entrer? Eh bien, si on ne sait pas se relever, et si on ne sait pas remercier et de revoir ces énergies, parce que ces énergies s'incarnent autour de nous, mais on ne les voit pas. On ne voit pas la participation des amis, on ne voit pas la participation de toute personne qui peut inspirer un enfant. On ne voit pas la participation de toutes les personnes qui peuvent aider à faire que l'énergie Chou et Tefnout soit équilibrée. Et au final, on a des enfants qui sont équilibrés par des professeurs. Regardez aujourd'hui à l'école, et surtout en Occident, vous allez voir que beaucoup de professeurs pour les enfants sont des gays et des lesbiennes. Et je dirais, c'est quelque chose où beaucoup de gens disent, mais ça fait quoi? Je dis oui, c'est vrai. Mais imaginez-vous un enfant qui grandit et que sa première interaction avec une énergie Tefnout, surtout des enfants qui n'ont pas d'énergie Tefnout ou d'énergie Chou à la maison, et leur première interaction avec telles énergies sont des personnes qui ont décidé ou qui vivent d'une manière différente, qui vivent de leur manière, j'ai envie de dire, et d'une manière qui ne participe pas à la reproduction, ou une manière qui n'est pas nécessairement la manière qui est nécessaire ou importante pour cet enfant-là. Donc on voit très bien qu'il y a un problème. C'est un des problèmes qu'on a aujourd'hui. Donc on a tellement beaucoup d'énergie qui sont complètement, j'ai envie de dire, déroulées, déréglées, simplement parce que nous ne savons pas apprécier les bonnes choses autour de nous. Nous ne savons pas donner l'espace quand il faut. C'est vrai que, en général, comme on regarde, quand les énergies ne sont pas bien incarnées, quand elles ne sont pas bien cadrées, eh bien, on a tellement trop de problèmes. Et c'est à nous maintenant de réaliser ce que nous devons faire pour relever, pour changer. Je dis bien qu'il y a l'espace pour tout et d'être sûr qu'on réalise quel genre d'énergie on veut avoir autour des enfants. Mais non seulement ça, comment on veut faire grandir les enfants dès qu'ils sont dans la maison. Et donc avec ça, je vous dis, Duwat Necher, Duwat Amonda, Duwat Neber Cher.